merci à la Fondation pour cette invitation, merci à Emmanuel et à Thibault. Alors, beaucoup de merci parce qu'en fait, moi je travaille effectivement sur la sclérose en plaques, mais sur ces formes frontières dont on va essayer de parler rapidement aujourd'hui, ce matin et cet après-midi en atelier. Et un merci donc pour ce focus sur ces maladies rares qui sont aussi graves que la sclérose en plaques, mais moins connues, parce que malheureusement, justement identifiées de façon plus récente, et puis aussi parce que depuis maintenant plus de 10 ans, la Fondation et le comité médico-scientifique nous soutient financièrement pour nos actions de recherche sur ces maladies. Alors, la sclérose en plaques, on pourrait avoir une image comme celle-ci, c'est une maladie terrible, isolée. Et en fait, ce n'est pas le cas. La sclérose en plaques, elle n'est pas isolée, elle est associée à tout un spectre d'autres maladies qui peuvent être définies par leur caractère soit isolé dans le temps, soit isolé dans l'espace. Donc la sclérose en plaques, comme vous le savez, elle est caractérisée par la répétition d'épisodes à la fois dans le temps et dans l'espace, et même un élément qu'on a utilisé initialement dans les années 80 avant l'imagerie, et puis maintenant grâce à l'imagerie pour faire le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs épisodes dans plusieurs territoires. Mais on a d'autres formes de maladies inflammatoires qui se caractérisent par un seul épisode dans plusieurs territoires, qu'on voit souvent chez l'enfant malheureusement, c'était ce qu'on appelle une encéphalomyélite aiguë disséminée. Et puis on a parfois, vous connaissez ce terme aussi je pense, un syndrome qu'on appelle cliniquement isolé, c'est-à-dire qu'un patient va commencer par un seul épisode dans un seul territoire, et à ce moment-là on n'est pas sûr que ce soit une sclérose en plaques, ça peut être autre chose. Et parfois, ces épisodes peuvent se répéter, donc toujours la même chose, une atteinte soit du nerf optique, soit de la moelle épinière, et pareil, on n'est pas encore certain du diagnostic. Et pour complexifier un peu les choses, ces différentes présentations peuvent aboutir parfois au diagnostic de sclérose en plaques. Et pour finir, pour complexifier les choses, et c'est là où je vais en venir aujourd'hui, d'autres maladies peuvent ressembler à la sclérose en plaques par leur présentation clinique, par leur évolution, mais finalement sont différentes. Parmi elles, il y a la neuromyélite optique dont on va parler, et plus récemment, une autre maladie a été identifiée dont je vais parler aujourd'hui, qui s'appelle le spectre des anticorps anti-MOG. Donc ce n'est pas du tout un beau terme, donc si vous avez une idée pour remplacer ce nom de maladie, je suis preneur. Donc on va faire un focus sur ces deux maladies-là. Alors la première, elle nous tient particulièrement à cœur à Lyon, bien entendu, parce qu'elle a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle par un neurologue lyonnais, Eugène de Vic. Et on a un attachement particulier à ce neurologue lyonnais, puisque mon maître, le professeur Confavreux, était rattaché, je dirais, plus qu'intellectuellement, mais également émotionnellement à Eugène de Vic, puisqu'il était marié à une de ses petites filles. Donc c'était le premier neurologue à penser qu'il avait des formes un peu particulières de sclérose en plaques, qu'il a appelé la neuromyélite optique. Alors pourquoi ? Comme son nom l'indique assez bien, la neuromyélite optique va se manifester par une atteinte du nerf optique et de la moelle épinière. Elle partage beaucoup de choses avec la sclérose en plaques, c'est pour ça que pendant quasiment 100 ans, on a considéré que c'était une forme un petit peu particulière de sclérose en plaques. Donc cliniquement, elle ressemble. Sur le plan des mécanismes, elle ressemble également, parce que comme la sclérose en plaques, elle va provoquer une inflammation, comme la sclérose en plaques, elle va provoquer une démyélinisation, et comme la sclérose en plaques, elle va malheureusement pouvoir toucher parfois le système nerveux, la transmission des neurones, et donc provoquer des symptômes. Mais on s'est rendu compte, en travaillant sur cette maladie-là, qu'il y avait quand même des différences, et une différence très importante, c'est qu'elle est associée à un anticorps. Un anticorps, c'est un élément normalement qui vous permet de vous défendre contre les agressions extérieures, et parfois, il y a une auto-immunité, et dans cette maladie-là, il y a donc un auto-anticorps qui, au lieu de vous défendre contre les agressions extérieures, va se mettre à vous attaquer vous-même. Et cet auto-anticorps est très important parce qu'il permet de faire le diagnostic de cette maladie-là. Vous savez que dans la sclérose en plaques, aujourd'hui, sur le plan du diagnostic, ça reste compliqué. On a des critères cliniques, on a des critères IRM dont on a parlé tout à l'heure, mais sur le plan biologique, on n'a pas grand-chose qui nous aide. Alors que pour cette maladie, la neuromyélite optique, on a un critère diagnostique, une prise de sang suffit à faire le diagnostic. Alors, c'est une maladie rare, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie même extrêmement rare. On considère que dans les pays occidentaux, ça touche environ 1 patient sur 100 000. Il y a des zones dans le monde où il y a un peu plus de malades, notamment dans les Caraïbes et en Asie, et il y a des facteurs pronostiques un peu plus sévères chez les patients d'origine africaine. C'est une maladie qui touche beaucoup la femme. La sclérose en plaques, ça touche, on dit 3 femmes pour un homme. Cette maladie, ça touche jusqu'à 9 femmes pour un homme, notamment quand on a ces fameux auto-anticorps. Alors l'âge de début, il est de 40 ans, mais ça ne veut rien dire, c'était une moyenne. Et malheureusement, c'est une maladie qui va pouvoir toucher tous les âges de la vie. Il y a des formes pédiatriques. Ça peut commencer jusqu'à l'âge de 2 ans, et puis il y a des formes très tardives. Vous savez que dans la sclérose en plaques, globalement, commencer la maladie après 60-70 ans, c'est rare. Dans cette maladie-là, on a certains patients qui ont débuté leur maladie après 80 ans.
Alors, un élément important, c'est comment ça se présente, comment on peut penser à cette maladie. Alors, les symptômes sont très variables, ce qui est le cas également dans la sclérose en plaques. Ils peuvent d'ailleurs même parfois mimer une sclérose en plaques. Ils évoluent également par poussée, comme la sclérose en plaques, mais il y a quand même quelques caractéristiques particulières. On va faire un focus sur ces caractéristiques. Donc, les 3 territoires les plus fréquemment touchés sont le nerf optique, qui va se manifester par une gêne de la vision, une atteinte de la moelle épinière également, qui peut se manifester par un trouble de la force, un trouble de la sensibilité, un trouble du contrôle des intestins et de la vessie, et puis parfois une atteinte qui peut être un peu plus complexe à mettre en évidence, une vision double, des difficultés à avaler ou un hoquet. Ce qui est très important, c'est que sans traitement, l'évolution va être très défavorable et aboutir à un handicap qui est parfois très important. Un autre élément important, c'est qu'à la différence de la sclérose en plaques, il n'y a pas cette fameuse phase progressive qui est extrêmement difficile à traiter dans la sclérose en plaques. Dans la NMO, la maladie est uniquement portée par ces poussées. Donc il y a des critères diagnostiques qui nous sont proposés, je ne vais pas rentrer en détail. Vous voyez que l'algorithme est quand même assez complexe, mais l'intérêt de ces critères diagnostiques, justement, c'est de permettre de différencier la neuromyélite optique de la sclérose en plaques pour ne pas se tromper au niveau de la prise en charge thérapeutique qui est différente, donc, comme on va le voir. Donc sur le plan de la présentation clinique, je vais être assez rapide, mais simplement pour vous dire, en fait, qu'est-ce qui différencie une atteinte de neuromyélite optique d'une sclérose en plaques. Si on prend l'atteinte de la moelle épinière, par exemple, les différences avec la sclérose en plaques, c'est qu'elles sont encore plus sévères malheureusement. Elles peuvent donner une atteinte très très importante au niveau de la force, au niveau des sensations, du contrôle des sphincters. Alors un élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois c'est une grande simulatrice, je dirais. Elle peut se manifester par les symptômes qui ne font pas évoquer une maladie neurologique, puisque ça peut commencer par une sensation de brûlure, une sensation de grattage isolé. Donc les patients sont orientés en dermatologie, on ne trouve rien, puis après on se rend compte que c'était une maladie neurologique. Elle évolue aussi souvent malheureusement avec des rechutes et laisse des séquelles importantes. Alors il y a des éléments qui nous permettent de faire la différence, hormis la clinique, c'est également l'IRM dont on a parlé tout à l'heure, qui est très différente de celle d'une sclérose en plaques. C'est pour ça qu'il est important de connaître les caractéristiques des IRM chez les patients sclérose en plaques et chez ces patients-là. L'autre présentation la plus fréquente, c'est l'atteinte de nerf optique. Et donc, ils sont différenciés également de la sclérose en plaques, parce que dans cette maladie, dans la neuromyélite optique, l'atteinte est souvent bilatérale, encore plus sévère qu'elle peut être dans la sclérose en plaques, et souvent, malheureusement, elle récupère très mal. Et si les patients ne sont pas traités correctement, l'évolution est dramatique, puisque la moitié des patients sera aveugle à 5 ans. Et puis voilà, vous avez aussi des imageries qui sont différentes et qui sont importantes pour les cliniciens pour faire la différence de façon précoce avec une sclérose en plaques. Un troisième élément dont je voulais parler, c'est pareil, il peut y avoir une présentation très atypique. Des patients peuvent se présenter avec un tableau de vomissement, de nausées ou de hoquets qui dure pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc forcément, dans des tableaux comme ça, il n'est pas évident de penser à une maladie neurologique. C'est des patients qui vont passer dans les services de gastro-entérologie, parfois pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que c'est important également d'informer les patients, les cliniciens sur cette présentation très atypique. On peut avoir une atteinte aussi du cerveau, comme on a dans la sclérose en plaques, mais qui est un petit peu différente sur le plan de la présentation clinique et également de l'IRM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des caractéristiques qui ne sont pas celles de la sclérose en plaques. Alors, pourquoi je vous parle de cette maladie-là, finalement? Parce que vous vous en rendez compte déjà, elle est différente sur le plan de sa présentation, mais surtout, elle est différente sur le plan de sa prise en charge thérapeutique. Ce n'est pas comme une sclérose en plaques. Une sclérose en plaques, vous savez, ça va évoluer par poussée, mais les poussées, la plupart du temps, vont évoluer spontanément, favorablement, alors que ce n'est pas le cas dans la neuromyélite optique. Sans traitement, c'est la catastrophe. Donc, une poussée, dans le cadre d'une neuromyélite optique, c'est une urgence absolue. Plus tôt on prend en charge les choses, et moins on risque d'évoluer vers le handicap. Donc ça, c'est comme la sclérose en plaques, on propose un flash de cortisone, donc les très grosses doses de corticoïdes par voie intraveineuse. Mais souvent, on a besoin de recourir à un autre traitement très lourd, qui sont les échanges plasmatiques. C'est comme on fait pour la dialyse pour les patients. L'idée, c'est d'épurer le sang de cet anticorps qui est toxique. D'accord ? Et puis ensuite, pour éviter qu'il y ait de nouveaux épisodes, un peu comme dans la sclérose en plaques, il faut proposer un traitement. Mais là aussi, c'est important de différencier les maladies parce que ces traitements ne sont pas les mêmes. Les traitements de la sclérose en plaques ne sont pas efficaces dans cette maladie-là, voire peut-être même toxiques. Et les traitements qui sont efficaces sont différents, sont des traitements qu'on appelle immunosuppresseurs, qu'on a pu utiliser d'ailleurs à une époque dans la sclérose en plaques. Et puis un nouveau traitement qui est le rituximab, que vous connaissez aussi parce qu'il commence à être utilisé dans la sclérose en plaques avec efficacité. Et puis on a également des traitements avec des noms très barbares, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la dernière ligne, mais qui sembleraient très intéressants aussi dans cette maladie-là. Donc ça, c'est le premier cousin de la sclérose en plaques, vous voyez, qui s'en différencie sur des aspects importants qui sont le pronostic et le traitement. Et puis un deuxième cousin,
ou un deuxième frère qui vient d'être identifié. Donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que le nom n'est pas très heureux pour l'instant, donc ce serait bien qu'on trouve peut-être un autre acronyme ou un autre nom. Alors une diapo un peu lourde, mais simplement pour vous dire que ces anticorps, là c'est encore un autre anticorps, cette fois-ci dirigé contre la gaine de myéline, donc qui est très important pour le fonctionnement normal du cerveau. Il avait été proposé, cet anticorps, au départ dans la sclérose en plaques. On disait que ça pourrait être un bon marqueur de sclérose en plaques. Et puis, donc, il y a eu un vrai espoir au début des années 2000 en disant ça y est, on a enfin trouvé le marqueur diagnostique biologique de la sclérose en plaques. Et puis malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et pourquoi ce n'était pas le cas ? Parce que le test de détection qui a été utilisé à l'époque n'était pas très spécifique et qu'on trouvait ces anticorps un peu chez tout le monde, y compris chez des patients souffrant de sclérose en plaques. Et c'est en améliorant les méthodes de détection par des travaux fondamentaux en immunologie qu'on s'est rendu compte que finalement cet anticorps, il est intéressant, mais pour un groupe de patients différents, qui se présentent différemment que la sclérose en plaques. Donc c'est une maladie rare également, comme l'est la neuromyélite optique, qui touche là pour le coup plus les patients d'origine caucasienne, donc en Europe et en Amérique du Nord, qui peut toucher autant la femme que l'homme, il n'y a pas de différence cette fois-ci. L'âge de début moyen est 30 ans et ça touche volontiers les enfants. C'est une maladie très fréquente chez les enfants, peut-être plus fréquente que la sclérose en plaques. Il y a des éléments aussi là qui vont nous aider à faire la différence avec une sclérose en plaques. Comme vous le savez, sur le plan diagnostique pour la sclérose en plaques, on utilise volontiers la ponction lombaire, notamment sur les critères récents de sclérose en plaques, c'est un élément important. Et là, il y a une différence avec la sclérose en plaques, c'est que l'inflammation qu'on a, on ne la retrouve pas. Donc je vais faire un petit peu le parallèle avec le neuromyélite optique. La présentation clinique va également avoir des différences. On peut avoir une atteinte de la moelle épinière, qui est souvent très sévère initialement, mais avec un élément très différent de la sclérose en plaques et de la neuromyélite optique, c'est qu'elle va récupérer de façon en général extraordinaire, presque miraculeuse, après un traitement par corticoïde. Il y a donc également des différences sur le plan radiologique, comme vous pouvez le voir ici. Le seul élément qui peut engendrer un handicap souvent, c'est que ça peut toucher les sphincters ou la fonction sexuelle. L'atteinte du nerf optique est également fréquente et elles sont différenciées également de la sclérose en plaques et de la neuromyélite optique par une atteinte qui peut être très sévère mais qui va souvent très bien récupérer. Et surtout l'élément qui permet de faire la différence avec les deux autres maladies dont on a parlé, et ça je pense qu'il faut vraiment le connaître, c'est qu'elle va toucher également le fond de l'œil, donc la papille, et c'est un diagnostic qui peut être fait par les ophtalmologistes. Si vous avez une neuropathie optique, donc une baisse de la vision douloureuse, mais également avec cette atteinte de la papille, c'est quelque chose qui doit maintenant faire évoquer ce diagnostic de syndrome des anticorps anti-MOG. Il peut y avoir également des atteintes cérébrales, comme dans la sclérose en plaques, comme dans la neuromyélite optique, mais elles sont différentes en termes de présentation clinique, en termes de présentation IRM, avec des lésions un petit peu particulières, notamment ce qu'on appelle des lésions à bord flou qu'on ne voit pas dans la sclérose en plaques. Et elle va évoluer de façon très différente, comme je l'ai dit, de la sclérose en plaques et de la neuromyélite optique. C'est que même si la présentation peut être sévère, la récupération est souvent très très bonne. Donc l'évolution, le pronostic est bien meilleur que dans la sclérose en plaques ou dans la neuromyélite optique dans la plupart des cas. C'est une maladie qui risque d'évoluer également par rechute et qui est très sensible à la corticothérapie, à la cortisone. Bon, c'est une maladie récente, donc pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur la prise en charge thérapeutique, mais si on prend en compte la sévérité des poussées et la très forte sensibilité à la cortisone, il faut quand même considérer que c'est une urgence et également proposer un flash de corticoïdes. Par contre, la question aujourd'hui, qui est très importante, notamment pour les formes pédiatriques chez les enfants, c'est de savoir est-ce qu'il faut mettre en route un traitement ou pas une fois que la maladie est débutée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, il y a un vrai débat autour de cette problématique, parce que débuter un traitement de fond chez un enfant qui a 5 ans, qui a 10 ans, comprenez que c'est extrêmement lourd. Donc on a besoin de répondre à cette question. Et l'autre élément qu'on ne connaît pas aussi, c'est quel est le traitement qui pourrait être le plus adapté. Dans la sclérose en plaques, vous savez que les évolutions ont été très importantes pour savoir quel est le traitement le plus spécifique. Comme je vous l'ai dit, dans la neuromyélite optique, on a aussi maintenant des informations très précises. On n'a aujourd'hui aucune information dans ce nouveau spectre. Alors, qu'est-ce qui est fait en France pour ces maladies ? Grâce au soutien de l'ARCEP et puis par d'autres financements, il a été créé il y a bientôt maintenant 10 ans un effort particulier qui s'appelle la cohorte Neumann-Mus, c'est l'étude Neumann-Mus, qui regroupe en fait quasiment l'ensemble des centres s'occupant des pathologies inflammatoires dont la sclérose en plaques en France et qui nous a permis de créer la cohorte la plus importante sur le plan mondial de patients souffrant de cette maladie-là et qui a abouti à une amélioration nette des connaissances autour de la maladie, avec également des données sur les spécificités des formes chez l'enfant, chez les personnes âgées, sur les formes agressives,
On a également fait des études sur le lien entre cette maladie et la grossesse, et puis l'évaluation des traitements. La même chose est faite sur ce spectre des anticorps anti-MOG, encore une fois grâce au soutien financier de l'ARCEP. Et puis je voulais vous parler également d'un élément important qui est un centre de référence qui a été labellisé il y a maintenant 2 ans. Donc comme vous savez, la France est un moteur, un pilote pour le travail sur les maladies rares et propose de financer des centres d'expertise et d'excellence. Et donc, il y a un centre d'expertise et d'excellence qui a été financé qui s'appelle le MIRSEM pour maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Il y a 3 centres. Vous voyez, il y a le centre coordinateur qui se trouve à Paris, qui est piloté par le professeur Kumaran Deva, qui est neuropédiatre. Et puis, il y a 2 centres associés, qui sont un à Lyon et un à Paris, à la Salpêtrière, avec chacun une spécificité. Je vais faire un petit focus sur le centre de Lyon. Donc, le centre de Lyon s'occupe particulièrement des patients souffrant de cette neuromyélite optique, de ce spectre des anticorps anti-MOG, mais aussi des formes pédiatriques de sclérose en plaques, avec plusieurs rôles, plusieurs objectifs. Un rôle expert auprès de nos collègues neurologues, donc sur les avis diagnostiques, sur des avis thérapeutiques, mais également un centre de ressources pour les patients, avec le développement de lettres d'information. Également, on travaille en lien fort avec une association sur la NMO qui vient d'être créée récemment. Et on propose également des travaux plus scientifiques avec la coordination des cohortes sur les maladies rares. Et également, on propose un test diagnostique pour différencier cette maladie de la sclérose en plaques. Donc, quels sont les messages que j'aimerais que vous gardiez de ma présentation, qui a peut-être été un petit peu dense? C'est que la sclérose en plaques n'est pas seule dans un spectre de maladies. Elle est associée à des sœurs, des cousines, je ne sais pas comment les appeler, ou ces formes frontières. Donc la neuromyélite optique ou maladie de Vick, le spectre des anticorps anti-MOG, mais il y en a d'autres probablement qui vont être identifiés grâce au progrès des connaissances. Il y a d'autres maladies, et la sclérose en plaques, finalement, qui était un ensemble assez global, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce grand ensemble, on va pouvoir extraire d'autres maladies. Et c'est important de les extraire parce que, bien qu'ils partagent des mécanismes et des symptômes en commun, ils ont quand même des différences en termes d'évolution, en termes de risque de handicap, des différences en termes de traitement aigu, en termes de traitement chronique. Alors pourquoi s'intéresser à ces maladies-là finalement, quand on souffre de sclérose en plaques? Parce que je pense que les connaissances sur ces maladies cousines, ces maladies sœurs, permettent de mieux comprendre des mécanismes qui sont partagés par toutes ces maladies, notamment la myélinisation, la démyélinisation, et également les interactions entre le système immunitaire et le système nerveux. Et donc aboutissant, on espère, à des traitements qui seront communs pour l'ensemble de ces maladies-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, on a un peu de temps pour des questions. Je vois qu'Emmanuel a des micros. Alors, c'est très important ce qui s'est passé dans ces maladies inflammatoires centrales. C'est que quand j'étais interne en 1986, donc il y a de nombreuses années, la maladie de Vick était considérée comme des cousines de la sclérose en plaques, avec ce tropisme bipolaire, nerf optique et moelle épinière. On a vécu pendant des décades, voire plus, sur ce concept. Et sont arrivés donc les anticorps AQP4, Lucinetti, un travail de la Mayo Clinic, 2006, si ma mémoire est bonne, papier du Lancet, et avec un transfert extrêmement rapide en France sur la biologie cette fois-ci, où on a compris qu'il y avait une corrélation entre l'atteinte du nerf optique et de la moelle épinière et qui respectait les autres topographies, avec la présence des anticorps, et effectivement, sur les anticorps AQP4 à Lyon, vous avez pu avoir tout de suite des anticorps. Et aujourd'hui, on a une file active de patients français extrêmement importante et très précieuse pour la recherche. Deuxième point, dans ces malades avec une atteinte du nerf optique de la moelle épinière, certains malades étaient anticorps anti-AQP4 négatifs, avec des IRM normales, on va dire, au niveau cérébral. Et donc, on ne savait pas trop comment les classer. Et la MOG, tu l'as très bien montré, c'est une vieille histoire, la MOG. La MOG, c'est une petite protéine de la myéline, pour être pédagogique. Et en 2003, l'équipe de Berger dans le New England a montré que sur une prise de sang, des patients qui avaient un syndrome dit cliniquement isolé, c'est-à-dire un premier événement inflammatoire du myélisant, mais dont on ne pouvait pas dire si c'était déjà une sclérose en plaques, eh bien, si ces patients étaient anticorps anti-MOG positifs, 2 ans plus tard, tous les patients étaient devenus sclérose en plaques cliniquement définie. Donc ça a été un article pivot dans le New England en 2003, le meilleur journal de médecine dans le monde, parce que ça voudrait dire que sur une prise de sang, on peut, entre guillemets, faire un diagnostic de sclérose en plaques. Donc on voit tout de suite la répercussion pour les patients et les cliniciens au quotidien.
Il faut savoir que ce papier a été invalidé. Et là, on rentre dans la difficulté de la recherche. C'est-à-dire que dès qu'on trouve quelque chose, il faut absolument que ça soit confirmé de manière indépendante par d'autres équipes. Et effectivement, la MOG, c'était un anticorps compliqué avec beaucoup de faux positifs. Pendant 10 ans, sur cette fameuse MOG, rien. Voilà, quelques papiers, rien. Et tout d'un coup, 2014, sont arrivées d'équipes indépendantes. Premièrement, la confirmation avec des techniques immunitaires de cytométrie de flux, donc beaucoup plus spécifiques, sur la présence d'anticorps anti-MOG, et surtout une corrélation, et c'est ça qu'on recherche nous les cliniciens, une corrélation entre la clinique, l'IRM et la présence des anticorps anti-MOG. Et donc on a ressorti dans ces maladies de Vick ou sclérose en plaques à forme néroptique et médulaire un deuxième groupe très solide sur la présence de ces anticorps anti-MOG. Et parallèlement, et on va se rejoindre, tu vas comprendre tout de suite où je veux en venir, parallèlement, nous avons monté un groupe sur les formes atypiques de sclérose en plaques, parce que le raisonnement, il est le même. C'est-à-dire que ce sont des maladies inflammatoires centrales, avec un processus immunitaire, lymphocyte B, d'autres lymphocytes, et ensuite, ces maladies, il faut les autonomiser pour les ramener à ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est la vraie sclérose en plaques, pour voir finalement pourquoi ces maladies sont différentes des patients sclérose en plaques, et ensuite trouver des pistes biologiques et ensuite des pistes thérapeutiques. Et donc, ce travail sur la maladie de Vick, qui est l'autonomisation par de Vick, effectivement, au XIXe siècle à Lyon, et puis la reprise immunitaire depuis 15 ans, est extrêmement important parce que ce sont des modèles de maladies inflammatoires, un petit peu à côté de la sclérose en plaques, mais pour les patients, ça va être une application dans les 10 ans à venir des voies communes et des voies différentes entre sclérose en plaques, maladie de Vick, format typique de sclérose en plaques. On a la réunion avec Mannings à Vienne en avril prochain, le 12 avril, pour proposer la classification française des formats typiques. Derrière, c'est ce qu'on appelle le translationnel. C'est ensuite retourner sur la biologie fondamentale, connaître les mécanismes et connaître ensuite des cibles thérapeutiques. Et c'est, je pense, extrêmement important votre travail. Alors peut-être, Emmanuel, il y a des questions. Oui, il y a une question là-bas. Oui, il y a une autre question aussi. Bonjour. Est-ce que tous les patients aujourd'hui qui sont atteints de CEP ont à un moment ou un autre été, il y a eu une prise de sang pour rechercher ces anticorps ou pas? C'est une question très importante, fondamentale. Alors, il faut quand même avoir en tête que la sclérose en plaques, ça reste dans cette famille des maladies inflammatoires immunisantes la maladie la plus fréquente et très largement. Donc, le ratio entre ces maladies rares dont j'ai parlé, la sclérose en plaques, est de 1% environ. 1% sclérose en plaques, il y aura une de ces maladies-là. Donc, ça veut dire que globalement, le risque de faire un faux diagnostic est faible, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut connaître les présentations cliniques évocatrices, il faut connaître les présentations radiologiques évocatrices de ces maladies rares. Dans ces cas-là, effectivement, il faut rechercher ces anticorps. C'est assez simple, c'est une simple prise de sang, puisque l'impact est important, comme on l'a dit, sur le plan thérapeutique, sur le plan pronostic. Après, il ne faut pas tout remettre en question ce qu'on sait déjà. Les cliniciens qui s'occupent de vous, les cliniciens spécialisés dans la sclérose en plaques, sont spécialisés dans la sclérose en plaques et connaissent les éléments qui remettent en question, qui font douter. Donc ce qui nous arrive en fait en pratique, c'est que chez un patient qu'on suit depuis très longtemps, qui a une sclérose en plaques à notre sens, mais pour lequel depuis très longtemps également on se disait c'est un peu bizarre, c'est une sclérose en plaques mais un petit peu atypique, il m'arrive effectivement dans ces cas-là de me dire je vais quand même rechercher, savoir si c'est pas cette maladie cousine ou sœur, et ça m'arrive effectivement de rétablir le diagnostic ou de changer de diagnostic dans ces cas-là. Mais c'est rare. La plupart du temps, les algorithmes qui nous sont proposés pour le diagnostic de sclérose en plaques sont très robustes, cliniquement, radiologiquement, et ça nous suffit. L'autre élément aussi, c'est les patients qui ne répondent pas au traitement de la sclérose en plaques. On se pose aussi la question de savoir si ça ne peut pas être autre chose. On a des produits très efficaces dans la sclérose en plaques aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pareil, quand un patient ne répond pas au traitement très efficace, je me dis, mais est-ce que finalement, ce n'est pas autre chose? Et dans ces cas-là, on va chercher ces diagnostics alternatifs. On a une question sur... Oui, on va vous donner... mais on a une question sur Internet là, qui vient de s'afficher. C'est Laurent qui demande pour toi, Romain, est-ce qu'on peut terminer, je vous lis la question, est-ce qu'on peut terminer en fauteuil roulant avec une NMO? Alors malheureusement, oui. La neuromyélite optique est une maladie spontanément extrêmement sévère, encore plus que la sclérose en plaques et plus rapidement que la sclérose en plaques. Mais aujourd'hui, grâce au progrès des connaissances sur la maladie, grâce au progrès des connaissances sur les traitements de la maladie, on arrive à limiter ce risque d'évolution défavorable.
Je crois que vous avez une question. Merci. Moi, il me semble que j'ai une forme atypique de sclérose en plaques. J'ai jamais les traitements classiques sur la sclérose en plaques n'ont jamais été efficients sur ma maladie. Et j'ai de très fortes douleurs dans les yeux, je le dis, et on n'a pas fait non plus de recherche sur les anticorps. Donc je ne sais pas si, moi personnellement, j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose qui s'appelait une maladie neurologique, mais avec une autre dénomination que sclérose en plaques. Vous avez dans les maladies centrales inflammatoires, vous avez, probablement pour arriver à un diagnostic de sclérose en plaques, c'est un faisceau d'arguments. Clinique, IRM, c'était les fameuses classifications, actuellement c'est Thompson 2017. Vous n'avez pas de marqueur définitif. Deuxième point, il ne faut pas l'oublier, c'est exclusion d'une autre maladie. Et donc on rentre dans à qui il faut faire ces fameux anticorps. Et ensuite, le troisième groupe, ce sont des malades, aujourd'hui, on n'a pas d'outils diagnostiques pour les classer. C'est ce qu'on appelle les formes atypiques, les formes frontières, c'est une abréviation anglo-saxonne, ça s'appelle les WI-WD. Ce sont des maladies inflammatoires idiopathiques démyélisantes. On ne sait pas aujourd'hui comment vraiment donner un diagnostic précis. Donc effectivement, ça peut se voir. Pour bien répondre à votre question, on voit bien que c'est une maladie inflammatoire centrale, mais on a du mal à donner un nom de diagnostic ou de maladie. Aujourd'hui, mais dans les années à venir, ça va évoluer. Alors je ne sais pas si il faut que je fasse des examens complémentaires parce que j'ai quand même une baisse de la vision quand même importante et moi je me fais énormément de soucis sur le devenir de ma pathologie, puisque j'ai peur éventuellement de perdre la vue. Vous me permettrez de ne pas y répondre, parce que là, ça rentre sur l'analyse d'un dossier ou d'un patient. En 1 minute, une question, voilà, parce qu'on a le temps, là, Emmanuel m'a dit stop. Donc, allez, 1 minute, une question. Oui, j'ai récemment trouvé un livre qui vient de sortir d'un chercheur atteint lui-même de sclérose en plaques et qui parle d'un traitement par greffe de moelle osseuse. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Romain, comme tu es intervenu. Alors je ne sais pas si la question était pour la sclérose en plaques ou les maladies apparentées. Aujourd'hui, la greffe de moelle osseuse, effectivement... Alors, pour la sclérose en plaques, c'est peut-être, je ne suis pas la personne. Alors, moi, je peux répondre du coup. Si on fait partie du groupe qui s'appelle MATEC. MATEC, c'est un RCP, c'est une réunion commune 2 fois par mois où il y a 4 à 5 neurologues français qui représentent le territoire et les greffeurs en hématologie. Donc, on a des guides d'indication éventuelle d'autogreffe de moelle. Ce sont des formes avec des poussées, en échec thérapeutique, avec une IRM active. Là, on peut se poser la question, vous voyez ma prudence, hein, on peut se poser la question éventuelle de poser l'indication d'une autogreffe de moelle. Mais on rentre dans des guides très précis aujourd'hui. Je vais répondre à la dernière question Internet qui vient d'apparaître. Effectivement, quand j'ai parlé d'urgence, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu comme font nos collègues de l'accident vasculaire cérébral. Vous savez qu'on dit chaque minute compte. Je dirais que pour la neuromyélite optique, une poussée de neuromyélite optique, chaque minute compte. Donc c'est une urgence absolue. Et le message que je donne à mes patients, s'ils ont des symptômes qui leur évoquent une poussée, il faut qu'ils se présentent aux urgences. Ce qui n'est clairement pas le cas pour la sclérose en plaques, hein, clairement pas. Mais pour la neuromyélite optique, une poussée, c'est une urgence absolue. Le pronostic est lié à la poussée, non pas à la progression. Merci Romain, je crois qu'il va falloir malheureusement, vous pouvez l'applaudir.